Qui peut faire prendre conscience aux habitants de la planète que nous sommes tous, que nous sommes en train de détruire notre cadre de vie? Les scientifiques répondront sûrement dans un instant, les deux invités du jour, les artistes aussi, les romanciers, les écrivains qui leur permettent de porter une parole, aurais-je envie de rajouter. Ce midi, notre club de lecture devient un club de plongée, direction les fonds des océans, ce qu'on appelle aussi les abysses, du grec ancien abyssos, signifiant sans fond, d'une profondeur immense. Ces deux livres le sont, d'une profondeur immense, un roman, un carnet de route qui raconte de façon singulière deux expéditions, deux missions qui nous font réfléchir. Leurs auteurs nous rejoignent dans un instant, 4000 mètres sous le niveau de l'eau, accompagnés des lectrices du Book Club. Ces violentes masses d'eau giflent certes notre submersible, mais elles annoncent l'entrée dans l'Éden. L'être vivant, mi-animal, mi-végétal avec lequel elle venait d'entrer en contact avait pris une autre dimension. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Méline et Julia, lectrices du Book Club qu'on retrouve dans le courant de l'émission. Bonjour Wilfried Sandé. Bonjour. Vous êtes écrivain, romancier. Vous aviez déjà raconté notre planète dans un océan, deux mers, trois continents en 2018. Vous aviez reçu à l'époque une kyrielle de prix littéraires. Et vous revenez aujourd'hui avec le roman intitulé Héliosphéra, fille des abysses, sous-titré d'amour et de plancton, qui paraît chez Actes Sud dans la collection Monde sauvage pour une nouvelle alliance, collection dirigée par Stéphane Durand, qui entend ainsi décloisonner les disciplines et faire dialoguer artistes et scientifiques. Pour, dit-il, réenchanter le monde. Ça résume bien votre démarche avec ce roman? Oui, voilà, oui, l'idée c'était que je participe à une mission océanographique sur la goélette Tara. Donc je suis parti au large du Chili au printemps 2021 et j'ai passé 5 semaines auprès des scientifiques. J'ai appris beaucoup sur le plancton, des organismes qui m'ont fasciné, et tellement fasciné que j'ai considéré qu'ils méritaient d'être des personnages de romans. Et Voilà. on verra, évidemment, on va raconter l'histoire que vous nous racontez dans ce roman. Il y a une autre récit, une autre façon de raconter, c'est évidemment de raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, et c'est évidemment l'objet de votre livre, David Val. Bonjour. Bonjour. Vous publiez ce livre aux éditions Artaud, intitulé La vie profonde, une expédition dans les abysses. Vous imaginez bien qu'on a voulu vous faire dialoguer pour cette raison-là. Vous énoncez d'entrée de jeu dans votre récit un théorème, votre théorème, selon lequel la science a la capacité de nourrir une poétique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en tout cas, c'est mon rapport à l'écriture. J'ai l'habitude de fréquenter les scientifiques qui sont des chercheurs, qui se posent des questions, qui nous permettent aussi de dévoiler ce qu'il y a derrière les apparences. Et la science peut être prise comme une matrice pour moi, une inspiration pour construire des récits, des nouveaux récits qui interrogent le monde dans lequel nous vivons et notre relation avec lui. À chaque fois que vous écrivez, David Val, c'est le résultat d'une collaboration avec des scientifiques? Pas toujours, mais très souvent, en effet. Qu'est-ce que ça apporte? Ça, vous savez, depuis le début, l'art se propose, l'objet de l'art, c'est quand même la nature. Les peintres peignent des paysages, ça n'en fait pas des peintres environnementalistes ou écologues. Les écrivains écrivent de la nature. Ulysse a écrit sur l'océan, ça n'en fait pas un écologue ni un biologiste. Depuis toujours, en fait, la grande question, pour moi, c'est d'interroger notre relation à ce qui nous entoure pour nous apercevoir, et en ce moment, on est vraiment en train à nouveau de le redécouvrir, à nouveau, que l'environnement est un terme très mal choisi. Ça n'est pas seulement ce qui nous environne, mais c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fonde. Et cette place qu'il nous faut redéfinir à notre époque contemporaine passe, à mon avis, par une nouvelle relation justement à la biologie, à notre place à l'écologie. Et les scientifiques peuvent nous y aider. En tout cas, en nous racontant le monde, on ne peut finalement
protéger que ce que nous connaissons. Et les scientifiques nous permettent de connaître mieux ce qui se passe, enfin d'une manière différente, de Vous, enrichir notre rapport à cela. vous aussi, Wilfried Sandé, vous redonnez une place à la science. Vous voulez créer un sursaut, changer les mentalités, infléchir la course folle de l'humanité, écrivez-vous, vers la destruction inéluctable de son cadre de vie et des ressources nécessaires à sa survie. Ça veut dire que c'est un roman engagé. Je pense que, alors oui, c'est un terme qui revient souvent. Je le trouve un peu connoté personnellement. Voilà, pour moi, c'était surtout une tentative d'essayer de dire autrement ce que les scientifiques disent mal, parce qu'ils sont souvent dans leur jargon. Voilà, les traités scientifiques sont intéressants, mais sont très difficiles à comprendre. Et moi, l'idée, c'était de faire découvrir le plancton euh, du côté affectif. Voilà, de ne pas les considérer comme des objets d'étude, d'essayer, en respectant les données scientifiques, de leur donner un caractère touchant. Voilà. En leur donnant un prénom, en les faisant dialoguer. On verra aussi comment ça se passe dans votre roman. Alors, cette démarche, votre démarche d'avoir participé à une mission, on va évidemment l'expliquer dans un instant, ça a surpris les lecteurs, mais ça les a surtout réjouis. On écoute Julia, elle a lu La vie profonde de David Val, et voici ce qu'elle en retient. Ce qui m'a le plus surprise, c'est vraiment l'objectif de cette expédition, qu'une expédition scientifique telle que l'Ifremer se dise que la place d'artiste est capitale pour justement pouvoir rendre compte à leur manière, avec leur regard si singulier, des enjeux écosystémiques sur les fonds marins, sur la vie profonde. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment cette question de faire des exploitations minières sur les fonds des océans. Évidemment, ça représente des grands risques et c'est tout l'objectif de cette expédition, c'est d'aller mesurer ces risques-là, et le fait de le documenter par des artistes permet de toucher peut-être un plus large public. Et je suis très agréablement surprise que des organismes scientifiques aient aussi cette vision-là. David Val, vous êtes retrouvé au beau milieu de l'Atlantique durant 3 semaines et vous avez rédigé ce journal de bord. Qu'est-ce que vous aviez envie de découvrir? Qu'est-ce que vous vouliez apprendre? Au départ, j'étais tout d'abord foudroyé de surprise et de bonheur, d'émotion surtout, de pouvoir participer à une expédition qui, touchant aux abysses, explore une des dernières parties inconnues de notre monde. Alors faire partie d'une expédition de cette nature-là, jamais je n'aurais cru cela possible un jour. Donc tout d'abord, j'étais profondément ému, et c'est venu en fait, l'idée est venue de 2 scientifiques, José Sarrazin et Pierre-Marie Saradin, qui travaillent à l'Ifremer et qui sont des chimistes marins et biologistes. Ils voulaient que, justement, des artistes puissent accompagner la mission pour en parler de manière différente, pour sensibiliser le grand public aux enjeux touchant à ces abysses. C'est pas les abysses à proprement parler. En fait, nous sommes allés étudier un champ hydrothermal, c'est-à-dire ce sont des oasis de vie aux formes très bizarres, on y reviendra, qui se développent autour de cheminées crachant des liquides sulfurés de 350 degrés. C'est des environnements qu'on a découverts très tard, en 1977. On pensait que la vie était impossible là-dessous. On a découvert ces environnements 8 ans après avoir posé le pied sur la Lune, ce qui dit quelque chose de l'inaccessibilité de ces territoires. Et on y va très peu. Seule la machine nous permet d'y aller, d'ailleurs, de pouvoir voir un peu ces écosystèmes. Donc d'y être était assez passionnant. Et effectivement, une grande partie de la mission visait à observer ces sites hydrothermaux et à étudier leur faune et leur résilience, au cas où un jour, ce qu'on n'espère pas, les hommes viendraient à exploiter ces écosystèmes. On y reviendra, bien évidemment. Wilfried Sandé, vous avez voyagé à bord de la goélette Tara. Alors, racontez-nous la mission de cette goélette Tara. Elle observe les océans et qu'est-ce qu'elle y cherche? En fait, la mission de la goélette Tara, c'est de faire de l'échantillonnage, hein, à plusieurs niveaux et aussi en surface,
des échantillons qui sont après envoyés dans le monde entier pour que les laboratoires nous disent ce qu'il y a, parce qu'on sait très peu hein, des océans. Et aussi, l'autre mission, c'est que des échantillons restent pour les générations à venir. Voilà, pour que dans un siècle ou plus, les êtres humains puissent savoir quel était l'état des océans au XXIe siècle. Voilà. Alors, dans votre roman, on suit votre héroïne, Olanta Suarez, qui participe, elle aussi, hein, à cette mission sur cette goélette. Elle a soif d'expérience, de connaissances, et elle dit envisager l'océan comme un grand tout et vouloir étudier, analyser, mesurer avec une attention particulière la présence de plastique dans les eaux du Pacifique, parce que c'est aussi ça, quand on cherche dans l'océan, ce qu'on trouve. Oui, oui, et c'est pour ça qu'en plus d'Olianta, la scientifique, les deux planctons, le quatrième personnage de ce roman, c'est un bout de plastique. Et c'est important parce que voilà, ce bout de plastique qui va être jeté dans les Alpes, 10 ans après, il a fait le chemin jusqu'au Chili. Voilà, et en chemin, il pollue tout. Voilà, c'est là où et c'est terrible parce que ce geste, au fond, de jeter ce qui n'est plus utile est quelque chose de très humain, qui ne posait pas de problème quand nos outils venaient directement de la nature. Mais maintenant qu'ils sont transformés, retransformés et encore transformés, il faut qu'on réfléchisse sur ce geste-là. Voilà. Et voilà, quand vous parliez d'engagement, je préfère faire preuve de pédagogie. Voilà, c'est plus soft. C'est plus soft parce que quand on dit engagement, ça fait peur. Oui, un peu quand même. Oui, voilà. Oui, parce que aussi, je pense que bon, on nous culpabilise beaucoup hein, sur nos comportements. Et je pense qu'il faut mieux faire preuve de pédagogie, d'expliquer et de mettre en scène, en l'occurrence, les conséquences possibles d'un jet de plastique. Voilà. Que ça n'est pas si innocent que ça. La goélette Tara, c'est un navire qui a fière allure, qui fait rêver. Et d'ailleurs, votre héroïne, quand elle monte dessus, elle en a plein les yeux, elle a des idéaux évidemment en tête. Et quand on pense, il y a une forme de contradiction, quand on pense ce qu'elle va découvrir, c'est que les hommes participent à la destruction de ce qui nous entoure. Oui, voilà, c'est dont tout le monde se rend compte. Donc, il s'agit aujourd'hui de réfléchir. Voilà, de réfléchir et d'entrer dans un processus de déconstruction de nos gestes, de nos conceptions, en rappelant toujours que ça n'est pas simple. Voilà, ça n'est pas simple. Il y a des comportements qui ont permis à l'Homo sapiens de survivre sur cette terre qui sont devenus délétères. Mais ça n'est pas simple. Voilà. Même dans la Bible, dans la Genèse, on nous explique que la nature nous appartient. Donc ça fait 2000 ans qu'on considère que la nature nous appartient. Maintenant, on sait que non. Mais ça n'est pas simple de déconstruire cela et de reconstruire de nouveaux concepts. La nature n'est pas à notre service et ne nous appartient pas. C'est évidemment cette idée qui revient dans vos deux livres. David Val, le pourquoi pas, c'est l'outil de votre voyage, de votre expédition, de votre mission. Si vous nous le décrivez, c'est un laboratoire flottant. C'est un bateau exceptionnel, c'est un des fleurons de la flotte océanographique française. C'est encore une fois un bateau. Moi, jamais j'aurais eu un jour, j'aurais jamais pensé pouvoir y rester tant de jours. C'est un navire océanographique qui, alors déjà, c'est là que sont les submersibles. Alors nous, on avait le ROV Victor, qui est un petit submersible téléopéré depuis la surface et qui va plonger jusqu'à 2 km sous la mer pour pouvoir effectuer ces précieuses manip dont les scientifiques ont besoin. Le Nautile y est parfois aussi, qui est le petit submersible jaune habité. C'est une petite université flottante, si vous voulez, qui s'édifie sur ce bateau. Il y a beaucoup de scientifiques à bord durant les missions, des biologistes, des chimistes, des ingénieurs, et tout ce monde-là travaille sur ce bateau qui devient, en plus au beau milieu de l'Atlantique, nous étions en pleine dorsale, sur la dorsale atlantique, donc au milieu entre Europe et Amérique. Voilà, c'est vraiment une petite
une petite ville habitée de marins, de scientifiques et d'ingénieurs qui se déploient sur ce tout petit... ça fait même pas 100 mètres de long, ce bateau. Donc, mais c'est un bateau extraordinaire. Une ville éphémère Une ville éphémère et flottante. qui s'inscrit et qui va s'arrêter dans cet endroit que vous avez l'impression, l'air de décrire avec beaucoup de détails, alors que pour nous, ça nous paraît le milieu de nulle part. Alors, c'est effectivement le milieu de nulle part. Quand on est dans ces endroits-là, on en est réduit à un certain état de contemplation et de passivité aussi. Nous recevons, contrairement d'ailleurs au roman de Wilfrid, Wilfrid parle beaucoup de couleurs, nous, on est au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'il y a du bleu partout. J'ai pu réaliser d'ailleurs combien le désert pouvait avoir aussi cette couleur bleue. Le bleu est dans le ciel, le bleu est bien sûr dans la mer. Il n'y a pas d'oiseaux dans le ciel, on est trop loin de la terre pour qu'il puisse y en avoir. On voit très peu de poissons, c'est une zone éloignée de tout, donc les poissons y passent, personne n'y demeure vraiment, donc c'est le désert absolu. Du coup, tout devient événement quand on voit quelque chose arriver, un poisson passer. Alors c'est formidable, c'est un désert, un désert magnifique. Alors ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, et on va donc plonger. Et Julia l'a fait en vous lisant une nouvelle fois. Voilà ce qu'elle a vu et ce que vous avez vu. Ce que j'ai aussi adoré dans cette lecture, c'est vraiment de pouvoir imaginer des moules géantes, le noir profond de la nuit et des fonds marins que décrit David, et aussi les couleurs des animaux qui y vivent. Peut-être aussi quand il décrit ces crevettes, ces milliers de crevettes qui vivent dans de minuscules espaces coincés entre les cheminées hydrothermales et l'obscurité du reste des grands fonds, pour pouvoir justement se nourrir et vivre, et d'être juste là, dans ce micro-espace, toutes reliées les unes aux autres. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait des espaces qui étaient totalement inexplorés sur cette planète, et la similitude notamment qu'il pouvait y avoir entre les grands fonds et l'espace, la conquête spatiale. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert des imaginaires très forts. La question que j'aimerais poser à David, c'est pourquoi avoir fait un livre sans illustration pour décrire quelque chose dont on a très très peu d'images et qu'il a eu le privilège de pouvoir voir, lui. C'est vrai qu'on vous envie de l'avoir vu et de ne pas nous le partager. Pourquoi ? Je regrette même d'être revenu à terre, pour vous dire la vérité. Je suis toujours un peu là-bas. Je me remettrai difficilement de cette expédition. Pourquoi rien n'est donné à voir? Pour deux raisons. La première, c'est parce que ce monde est très rare et qu'il se laisse deviner. Il est plongé dans une obscurité totale, et nous-mêmes, quand nous le voyons par l'intermédiaire d'une machine. Donc les images sont retransmises en temps direct depuis les profondeurs par le ROV Victor. J'étais de quart de minuit à 4 heures du matin. Donc nous allons dans un conteneur où est installé le poste de pilotage de ce submersible, et nous voyons ce que nous voyons derrière des écrans. Et ce que nous voyons, donc c'est en pleine nuit, je viens de me réveiller, on dort très peu à bord d'un bateau, donc et très mal. On est encore très bien. Moi je dors très bien parce que le coulis berce, mais j'ai très très bien dormi à bord du bateau, mais très peu. Donc on est dans cet état comme ça, on est déjà dans un état émotionnel extrêmement fort. On sait qu'on va voir des choses que jamais personne n'a vues avant nous. On sait que c'est en pleine nuit, on est fatigué physiquement, c'est très éprouvant, et on voit par écran cet environnement-là qui effectivement, même il y a de nombreux filtres. Donc on ne voit pas vraiment, on voit, mais on voit déjà de manière distendue, distordue. Et puis l'autre chose, c'est que c'est tellement fascinant ce qu'on voit. Il y a tellement peu, on dispose de tellement peu d'analogies qu'il est dommage qu'une image enclôt parce qu'on voit avec émotion. On voit toujours avec émotion. On ne voit pas qu'avec des sens, on va dire, techniques ou des sens objectifs. Ce qu'on voit est déjà fabuleux. On a l'impression de vivre dans un mythe en permanence. Et je préfère décrire des moules géantes avec mes mots que de montrer une image. Qu'est-ce que ça veut dire, une moule géante? Qu'est-ce que ça veut dire, ces crevettes? Je trouve que de les imaginer est plus juste émotionnellement que de les montrer sur une capture d'écran qu'on prendrait d'un submersible, en fait. Vous êtes d'accord, Wilfried Sandé? Vous n'êtes pas un peu, comme moi, envieux de ne pas voir ce qu'a vu David Val? Je suis très content d'avoir vu ce que j'ai vu. Vous allez nous le dire dans un instant, ce que vous avez vu.
Il y a quelque chose de particulier dans ce rôle que vous vous êtes donné, qu'on vous a donné aussi, c'est d'être celui qui va transmettre. Donc de la même façon, vous le transmettez, David Weil, avec des mots, vous le transmettez, Wilfried Tsondé, avec un roman, avec une histoire. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, ce que j'ai vu d'abord, et qui m'a carrément fasciné, c'est la bioluminescence. Voilà, c'était lors de mon premier quart de nuit. Le marin qui était avec moi vient me voir, me dit tiens, viens. Et tout l'arrière du bateau était illuminé. Et il me dit voilà, le plancton est là. Et donc, en une seconde, je suis passé d'organismes microscopiques qu'on dit invisibles à tous ces organismes qui se montrent à nous. Alors d'abord, c'est extrêmement beau. Et j'ai compris tout de suite, alors parce que donc, la bioluminescence se produit parce qu'ils réagissent au mouvement de l'hélice, mais on comprend qu'ils sont partout. Et c'est fascinant. Voilà. Et je me suis dit, voilà, ces êtres microscopiques, unicellulaires, qui n'ont pas de cerveau, ont déjà cette capacité que nous n'avons pas, parce que même si je vois que vous êtes un homme brillant, le plancton, lui, produit de la lumière par son corps. Voilà. Et déjà donc, il mérite respect. Alors, ensuite, j'apprends qu'il nous fournit de 50 à 70% de notre oxygène, donc plus d'une respiration sur deux. Je me dis, c'est incroyable. Et là, le rapport s'inverse. Nous sommes dépendants d'eux, et pas l'inverse. Eh ben, je pense que c'est ce qu'a retenu aussi Méline. Méline, elle a lu votre livre de la librairie Aime Lire à Laval, et voici ce qu'elle a retenu d'Héliosphéra de Wilfried Tsondé. Héliosphéra, pour moi, c'est un livre absolument unique, d'une richesse rare, documentée, qui nous met dans l'urgence avec ce déchet que l'on suit au cours des eaux, l'urgence aussi de se rejoindre avec Olanta qui se rejoint elle-même finalement dans ses recherches, et Héliosphéra qu'on découvre dans une symbiose absolument merveilleuse et qui crée la vie avec Xantel. C'est aussi d'un détail doux et rare, on est avec ces milliers de particules de plastique et de vie qu'il faut protéger. Ce roman m'a absolument émerveillé. En plus de nous servir une prise de conscience écologique, Wilfried Tsondé nous offre un univers microscopique qui nous embarque au fin fond des abysses et de sa richesse. La beauté de l'écriture et du détail nous donne à voir un monde aquatique poétique, sensible, mais aussi nous donne à voir l'impact de ces microplastiques sur la faune et la flore. Moi, j'ai quand même une question. Qu'est-ce que ça fait, Wilfried Tsondé, d'écrire sur des personnages si microscopiques? Comment on s'y prend? Et plus que ça, qu'est-ce que nous, êtres humains, on peut entretenir comme relation avec ces êtres-là? Merci Méline, mais ça fait beaucoup de questions. Alors, je vous les redonne. Qu'est-ce que ça fait d'écrire sur des personnages si microscopiques? Comment on s'y prend? Et peut-être après, cette relation que nous, on peut imaginer avec ces êtres-là. Alors d'abord, je dirais que ça fait mal parce que c'est compliqué. Voilà, il a fallu que je travaille beaucoup. J'ai souvent eu peur parce que voilà, ce sont encore une fois, des êtres microscopiques, unicellulaires, qui n'ont pas de cerveau, qui vivent dans le noir. Pour la plupart qui ne se déplacent pas seuls. Donc, pour le dynamisme des personnages, c'est compliqué. Mais ensuite, voilà, grâce aux scientifiques qui pouvaient me donner des données précises, il a fallu que je change de regard. Voilà. Là où les scientifiques voient la symbiose comme un procédé biochimique, moi, j'ai vu du romantisme. Et une espèce de romantisme total. Parce que la symbiose du plancton, ce sont deux corps qui s'unissent vraiment. Voilà, 1 + 1 = 1. Et qui ensuite vivent de manière idéale, puisqu'ils ne sont plus dans la prédation, ils s'entre-nourrissent, ils recyclent leurs déchets, et ainsi de suite. Donc, je pense que le gros travail était surtout que j'apprenne à changer mon regard. Encore une fois, de ne pas les considérer comme des objets, pas comme des sujets, mais comme des personnages à part entière, et de donner des intentions à leur mouvement. Voilà, de ne pas partir du principe que c'est instinctif, qui ne pensent pas, enfin, voilà, qui ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Tout en essayant de ne pas trop les anthropomorphiser. Donc, voilà, c'était compliqué, mais fascinant.
Donc Je ça- suis entré en littérature grâce au romantisme, donc c'était vraiment... j'avais à cœur de transposer ça à nos amis du plancton. David Val, quel lien vous entretenez avec Héliosphéra et Xantel depuis la lecture de ce roman? J'ai trouvé, c'est vrai que cette osmose, hein, ça va encore plus loin que la symbiose, m'a beaucoup fasciné, m'a beaucoup parlé. J'avais vu effectivement dans les abysses aussi, toutes les vies sont symbiotiques, c'est-à-dire que plus un environnement s'avère contraignant, en tout cas pour les créatures des profondeurs, plus la solidarité devient un principe vital, un principe de vie, et donc la symbiose, l'entraide, la relation entre les animaux devient de plus en plus fusionnelle, et ça c'est assez fascinant, et c'est vrai que c'est merveilleux, l'être qu'il montre, qui est mi-animal, mi-végétal. C'est une combinaison qui montre combien la vie est belle et foisonnante et poétique. Et ça parle de soi, en fait. Sur le moment, ce n'était plus l'ingénieur qui appréhendait un objet avec une approche scientifique. L'être vivant, mi-animal, mi-végétal avec lequel elle venait d'entrer en contact avait pris une autre dimension. Il suscitait en elle une très vive émotion, mais c'était aussi son corps qui se découvrait sensible, réceptif à celle qui s'unissait sous la lamelle de verre. Le cœur d'Olanta fondait devant cette magie d'Héliosphéra et de Xantel. Elle les trouva belles, et de les regarder ainsi, elle ressentait une série de picotements sur les avant-bras, dans le ventre et des décharges d'adrénaline dans la poitrine. Personne au monde n'avait pu jusqu'à présent expliquer clairement les ressorts d'une telle osmose. De se trouver là, en face d'un des mystères encore incompris du vivant, bouleversait Olanta d'une manière totalement inédite. Une expérience unique. Elle s'écarta de nouveau du microscope, tenta de rassembler ses idées en se frottant les yeux. Elle pensa à appeler Martha, Roll ou Pep, l'ensemble de l'équipe, les marins aussi, que tous puissent assister en direct à l'incroyable mutation simultanée de deux êtres en pleine fusion. Ça ressemble à de l'amour. Ça Wilfried Tsonga. ressemble à de l'amour, oui. Et ça ressemble à de l'amour romantique. Hein. C'est vraiment fascinant. Voilà. Mais après, oui, là, c'était important pour moi d'écrire le changement d'Olianta qui monte sur le bateau pour étudier, pour analyser, et qui au final est simplement touché. Voilà. Parce que la nature n'a pas besoin de nous appartenir. Elle n'est pas seulement utile, elle peut simplement nous émerveiller. Et nous donner beaucoup d'émotions. Et Voilà. d'ailleurs, David Val, c'est pas parce que vous, c'est pas un roman qui a pas d'émotion aussi. On le sent d'ailleurs là encore quand vous le racontez. Il se passe quelque chose d'incroyable quand vous êtes sur ce bateau et que vous suivez par le biais de la technologie ce qui se passe sous le bateau. Je suis tombé amoureux. Je suis vraiment tombé amoureux de tout ce qui se passait. Et puis, la vie profonde, c'est pour ça que ça s'appelle la vie profonde aussi. Hein. C'est pas que la vie dans les profondeurs. C'est que tout de suite, ça nous ramène à notre propre intimité, à nos propres abysses. Hein. C'est vrai que sur un bateau, il y a l'abîme en haut, l'abîme en bas. Et puis, entre les deux abîmes, il y a soi qui est un abîme également. Et c'est vrai que, indéniablement, on sent de manière extrêmement puissante la relation avec ce qu'on croit observer. On sent bien qu'avec l'océan, j'avais déjà travaillé dans un autre texte, mais on n'est jamais vraiment sorti, vous savez, de l'océan. On est un poisson d'eau sèche. On a 45 litres d'eau salée dans notre corps. Nous avons intériorisé l'océan que nos ancêtres ont quitté. Et cette relation extrêmement violente, extrêmement intime avec l'océan, je l'ai à nouveau redécouverte sur ce bateau. Et cette vie profonde, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça m'a remué jusqu'à mes profondeurs. Et encore une fois, je parle de cela, c'est que l'environnement, c'est un terme très mal choisi, je trouve, mais c'est comme ça, il faut l'enrichir quand on en parle en le commentant, mais c'est pas seulement ce qui nous environne, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous fait. Et ça, la vie profonde, pour moi, enfin le livre, c'est l'histoire justement d'une âme qui s'éveille ou se réveille à cette conscience-là. On sollicite souvent notre communauté sur Instagram. Quels sont les livres tout en profondeur pour plonger dans les abysses? Alors, il y a évidemment une sélection que je vous livre, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, Ultramarin de Mariette Navarro ou Komodo de David Vann. On parle aussi d'Océan mer d'Alessandro Barrico ou encore de Moby Dick, bien sûr, et puis les abysses de Rivers Solomon. Comment cette littérature-là vous a nourri
est-ce qu'elle vous a nourri ou est-ce que vous vous êtes dit non, je ne raconte que ce que j'ai vu, que ce que mon expérience m'a permis de transmettre? Oui, il est clair, oui. Enfin, Moby Dick, c'est un livre qui m'a marqué beaucoup. Mais en l'occurrence, c'était plus, voilà, moi, je fais partie de ceux qui regardaient le commandant Cousteau à la télé, la Calypso, et c'est vrai qu'il y avait un côté comme ça. J'étais pendant 5 semaines un peu le commandant Cousteau avec toute cette, avec un mélange de science, d'exotisme, d'évasion. Et j'aime bien quand tu parles, David, du côté méditatif comme ça. Il y a vraiment un état particulier quand on est sur le bateau au moment d'écart. On, on se sent vraiment au milieu du grand tout. Il y a cette profondeur au large du Chili, c'est 6000 mètres de fond, et il y a le ciel, les étoiles. Oui, c'est quelque chose c'est plus ça, quoi, qui vous a touché Oui, oui. C'est une vie particulière, la vie en haute mer. Vous dites être de quart. Qu'est-ce que ça veut dire, David Vell? Être de quart, alors je ne sais pas comment c'était à bord du Tara, mais en tout cas à bord du Pourquoi pas, c'est qu'on est de quart pendant 4 heures, et pendant 4 heures, nous consignons tout le réel qui nous entoure. Donc par exemple, j'explique d'ailleurs les pages dans la vie C'est profonde. terrible. Pour un écrivain, c'est extraordinaire, parce qu'on doit vraiment tout enclore sur une page, à chaque seconde, notamment pendant les manips. Donc moi, j'étais de quart de minuit à 4 heures du matin, et 36 heures après, de midi à 4 heures. Et donc, bien sûr, à midi, l'après-midi, c'est plus des manips sur le pont. Et puis la nuit, c'est là où il y a les manipulations en profondeur. Alors voilà, c'est être là. On est avec un petit cahier, et on note ça avec un crayon pour le jour. Et la nuit, on est face à un clavier et on note, en prenant des clichés de toutes les images des profondeurs, on note tout ce qui se passe. Vous étiez obligé d'être actif puisque vous remplaciez un biologiste en fait sur cette mission. oui. Donc vous avez participé aussi à des actes scientifiques, si je puis dire. Oui, puisque les places à bord d'un bateau sont très sont limitées, puis sont très chères. Donc j'avais pris la place d'un assistant en biologie. Je travaillais avec José Sarrazin, et donc je l'aidais à faire des prélèvements de faune. C'est aussi une aventure humaine, évidemment, Wilfried Sandé, d'être comme ça 5 semaines sur un bateau sans en sortir, même quand vous êtes en escale. Oui, mais on ne pouvait pas sortir en escale parce que c'était le deuxième confinement. Alors, pour moi, c'était un peu différent parce qu'un écrivain en mission océanographique, ça ne sert à rien, hein, soyons francs. Et donc, je faisais beaucoup de quarts de nuit, mon rôle étant de faire en sorte que ceux qui travaillaient dorment. Voilà, c'est pas très glorieux, mais enfin, ça m'a permis ça m'a permis de vivre des moments d'inspiration, des moments vraiment très, très méditatifs, où je me sentais à la fois très petit, mais en même temps appartenir au grand tout. Voilà, c'est quelque chose. C'était une expérience particulière, une très belle expérience, et je pense aussi, oui, qu'on ne devrait pas parler d'environnement parce que nous sommes dans la nature. Voilà. Il n'y a pas nous et l'environnement. Et cette expérience-là sur le Tara m'a fait vivre ça. Voilà. J'étais dans la nature. Pour être terre à terre, c'est comme ceux qui cuisinent. Hein. C'est important dans toutes les expériences humaines. Je dis ça parce qu'il est évidemment l'heure de déjeuner. Pour terminer, David Vell, un mot sur la protection de ces espaces. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins depuis le 7 novembre dernier. C'est une surprise. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, c'était une surprise. La question, bien sûr, qui traverse tout le livre, c'est justement le devenir de ces écosystèmes marins formidables, fabuleux. Comme l'a dit Julia tout à l'heure, c'est vrai qu'en plus, c'est des écosystèmes qui nous permettent de modéliser la vie dans l'espace. On peut les étirer à l'infini. C'est très riche d'enseignements. Et les voir disparaître, c'était une vraie souffrance pendant l'expédition. Je me disais, mais c'est pas possible que ces environnements incroyables, ces animaux invraisemblables soient déjà menacés d'extinction, de disparition. Et c'était une vraie surprise d'entendre le président Emmanuel Macron annoncer que la France allait se battre pour la protection et la préservation de ces écosystèmes marins profonds. On l'espère, parce qu'on sait que ça va mal se passer si on l'exploite. C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent la peu là-dessus, mais moi je trouve absolument, je le dis, dégueulasse,
base de dire oui, on en a besoin pour la transition environnementale, on en a besoin pour faire des batteries de voitures électriques, on a besoin des minerais qui sont dans ces environnements-là. Moi, je trouve que dire que pour la transition environnementale, il faut supprimer la dernière partie inviolée de notre planète, c'est un peu bizarre comme raisonnement. Je pense même que c'est un peu du foutage de gueule, mais bon. Et ben voilà, c'est dit, la France qui est à la tête du 2e espace maritime mondial et qui se doit donc d'être exemplaire, on l'aura bien compris. On comprendra encore plus en lisant vos 2 livres. Merci à tous les 2 d'être venus. Wilfried Sandé, votre roman Héliosphéra, Fille des abysses, sous-titré d'amour et de plancton, est disponible chez Actes Sud dans la collection Monde sauvage pour une nouvelle alliance. Et votre récit, David Val, publié aux éditions Artaud, La vie profonde, une expédition dans les abysses. Merci d'être venu jusqu'à nous. Restez avec nous dans un instant. L'épilogue du Book Club, mais d'abord Charles Danzig et ses quadritèmes. Dans ce quadritème sur les écrivains engagés anglais, je suis content de parler d'un poète absolument inconnu en France, et c'est bien dommage. Pourquoi est-il inconnu ? Pour la même raison que d'autres sont très connus, l'irrationalité la plus totale. Des nullités sont célèbres, des gens de talent aussi, des nullités sont inconnus, des gens de talent aussi. John Cornford, cela s'écrit C-O-R-N-F-O-R-D, avait du talent, mais en plus il a... Je parlais hier de Rupert Brooke. Cornford a reçu son premier prénom d'après le sien, Rupert John Cornford. Brooke avait été un ami de ses parents. Dans une espèce de relais symbolique, il est né l'année où Brooke est mort, 1915, quelques mois plus tard. Lui aussi était beau, d'une beauté de petit cogneur, alors que Brooke l'était davantage dans un genre Ralph Lauren. Le petit cogneur venait d'une famille installée, le garçon à la beauté aristocratico-angélique d'une famille petite bourgeoise. Et c'est sans doute en partie parce qu'il souffrait d'un complexe social, étant fils d'instituteur, que Brooke est devenu conservateur. Et c'est peut-être parce qu'il en avait un à sa façon que Cornford est devenu communiste. Son père était universitaire, sa mère poète, il était l'arrière-petit-fils de Charles Darwin. Les 2 ont étudié à Cambridge. Ils avaient une guerre d'écart. Brooke, la Première Guerre mondiale. Cornford, la guerre d'Espagne. Dans un article de 1933, Cornford résume la situation politique à, je cite, « un choix entre la révolution et la réaction ». Selon lui, la traditionnelle impartialité de l'artiste se révèle un déni de la lutte des classes, un instrument puissant dans les mains de la classe possédante qui préfère conserver entre ses mains, sans combattre, les moyens de production. On connaît cette musique. Selon l'historien Brian Simon, dans les années 1920, sur 8000 étudiants à Cambridge, 1000 étaient communistes. C'est dans une revue de Cambridge que Cornford a publié ces lignes. La grande différence entre les 2, outre la politique, est que Brooke a eu le temps de vivre jusqu'à 27 ans, alors que Cornford est mort le lendemain du jour où il venait d'en avoir 21. Il combattait dans une brigade de volontaires anglais défendant Madrid en 1936. Il n'avait pas eu le temps de publier un seul livre. Le livre est le parallélépipède qui contredit la pierre tombale. L'intégralité de son œuvre, poèmes, articles, correspondances, tient en un volume posthume de 180 pages seulement. Dans un autre écho à Brooke, les derniers vers écrits par Cornford sont, pour citer un ouvrier qui lui a dit « Si jamais les fascistes reprennent le pouvoir à Barcelone, ce sera sur un tas de ruines, avec nous autres les ouvriers en dessous. » Et un poète. Les écrivains anglais engagés au cœur des quadritèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Chaque jour, le Book Club est préparé par Oriane Delacroix, Zora Vignier, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandre Laibegovic, que je remercie. Thomas Beau réalise l'émission et à la prise de son ce midi, Grégory Wallon. Tournons pour aujourd'hui la dernière page du jour. Voici l'épilogue. L'idée, c'était de faire découvrir le plancton du côté affectif, de leur donner un caractère touchant. Je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire, une moule géante ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces crevettes ? Je trouve que de les imaginer est plus juste émotionnellement que de les montrer sur une capture d'écran qu'on prendrait d'un submersible, en fait. Voilà, ça n'est pas simple. Pas toujours, mais très souvent. C'est effectivement le milieu de nulle part. 1 + 1 = 1. On n'est jamais vraiment sorti, vous savez, de l'océan. On est un poisson d'eau sèche. France Culture. L'esprit d'ouverture.